Moi aussi, à 25 ans, je joue à Suikoden, mais j'ai arrêté au premier. J'ai jamais eu les suivants et j'attends avec impatience la sortie de la version remaster. Bientôt, paraît-il. J'étais un joueur pas très assidu et j'ai même pas réussi à avoir les 108 personnages. C'est une histoire très belle avec une morale, où tu défends la veuve et l'orphelin, où tu gères ton repère dans les marais, où tu as plein de modes différents entre les recherches, les combats, les duels, les batailles. Le marais, le monde des rivières et des lacs, c'est l'univers parallèle des vagabonds, des trimards, des brigands, les redresseurs de tort, justiciers et chevaliers errants, autres individus à forte personnalité, en délicatesse avec la justice. Bref, c'est un jeu qui a passionné des millions de personnes, mais ce que nous, occidentaux, ne savons pas, c'est que c'est inspiré d'un des plus grands classiques de la littérature populaire médiévale chinoise. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui le savent, puisque pas mal de vidéos, d'articles en ont parlé. Évidemment, dans le jeu, ils ont mis des noms qui sonnent anglais pour pas vous perturber. Ils ont gardé les 108 personnages de ton armée de libération et le repère au milieu des marais. Même si ça fait un marais sacrément grand dans le premier. C'est plus une mer qu'un marais. Le personnage principal est le fils d'un général de l'armée impériale. Ça, c'est pas exactement ce qu'il y a dans le conte de départ. On est vraiment dans un niveau élevé de littérature, au bord de l'eau. C'est un peu l'équivalent de l'Ancien Testament pour les Juifs, de l'Iliade et l'Odyssée ou des romans de chevalerie pour les Européens. C'est aussi mythique que cela pour les Chinois, voire plus. Ça fait partie des, des quatre grands textes classiques chinois. Il y a forcément plein de références ésotériques en référence, justement, ouais, de références ésotériques au taoïsme, au bouddhisme, à l'hindouisme. Enfin, cela peut parler à ceux qui voient les correspondances entre les traditions spirituelles des différents continents. À la base, l'œuvre était racontée en public par des orateurs qui connaissaient l'histoire par cœur et savaient rendre leur narration vivante et passionnante. En fait, on a essayé ensuite de le mettre à l'écrit et la version du livre que j'ai lu date d'il y a 3 ou 4 siècles. C'est une claque au niveau stylistique, c'est très drôle, plein de rebondissements, d'actions. Les idées passent plutôt par ce qui est décrit et l'exemple donné par les héros. Contrairement au jeu, par contre, on est clairement sur du très traditionnel niveau rapport femme-homme, comme on dit maintenant. Donc la parité n'est pas du tout respectée et c'est clairement ambiance caserne parfois. Il y a quand même quelques femmes qui ont un beau rôle, mais dans les 108, c'est un astres, il n'y en a pas beaucoup. Qui dit héros courageux dit méchant et salaud, il n'y a pas trop de manichéisme, ceci dit, parce que comme dans le jeu, il y a beaucoup d'anciens membres de la garde impériale qui deviennent des rebelles. C'est une vision très traditionnelle et ancien régime, c'est-à-dire que l'empereur est bon et veut le bien de son peuple, globalement, mais il est manipulé par des gens de la cour ou ses gouverneurs de province qui, pour certains, sont des ordures. Je vous en recommande vraiment la lecture, c'est passionnant et cela redonne envie de jouer au jeu. C'est tiré de faits plus ou moins réels et romancés qui auraient eu lieu début XIIe siècle, à la fin des Song du Nord, une dynastie chinoise. Ces exploits ont été mythifiés, comme je dis, et popularisés par des conteurs, par l'opéra aussi. C'était pas Pékin la capitale, mais la capitale c'était Kaifeng, alias Bianliang, dans le livre. Enfin, à l'époque. Il y avait 4 capitales, une par point cardinal. Celle-là, c'est celle de l'Orient, la capitale orientale. En lisant, on comprend à quel point la Chine est une civilisation ésotérique, beaucoup plus que chez nous en Europe. C'était le cas au Moyen Âge et encore aujourd'hui. En Europe, à l'époque, c'était un peu plus spirituel, mais, euh, mais plus maintenant. C'est le cas. Bon, il y a beaucoup d'hémoglobine, hein, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de combats. Il faut aimer. Ça peut être assez répétitif et il faut vraiment aimer ouais, le style médiéval avec les, euh, les manières de s'exprimer, la politesse. Bon, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est spécial, quoi. Après, il y a beaucoup de descriptions des personnages, de leur tenue, de leur armement, donc ça aussi c'est super. Donc je vais vous lire une note. Alors, note du bouquin, la note 42, page 1039 du premier tome. Chaque épisode ou chaque chapitre du roman se clôt par une petite phrase destinée à l'origine à marquer une pause dans le récit.
Ces suspensions épisodiques ainsi que le style du récit, alerte et coloré, sont des restes de la genèse populaire du Shui Yuan, cycle narratif d'une ampleur considérable, qui a mis plusieurs siècles à se former. Les aventures de la bande étaient avec le temps devenues un des thèmes favoris des conteurs publics, et il était d'usage que ces conteurs fissent une petite quête parmi l'assistance à l'issue de chaque épisode. Voilà. Les épisodes successifs se terminent donc généralement par une petite phrase qui pique la curiosité de l'auditeur, suivie de la formule Kiting Xiaoyue Fenji. Désolé pour mon chinois. Alors il vous faut prêter l'oreille aux explications du chapitre suivant. Ça veut dire ça en français. De même, les chapitres commenceront généralement par la formule Yua Shou, l'histoire compte que, qui reprend le fil du récit. Voilà, donc par exemple, chapitre 26, fin du chapitre 26. Wusong prit alors la parole et leur dit ce qui lui tenait à cœur. Donc Wusong, c'est un des personnages principaux. Ce fut lourd de conséquences car, brave de Jingyang, le vainqueur du tigre, victime des lois, maintenant émigre. Pèlerin devenu, le capitaine, s'en va dès lors sur les routes lointaines. Quels furent donc les propos de Wusong? Vous ne le saurez pas avant d'avoir lu le chapitre suivant. Et après, le chapitre suivant, généralement, reprend la toute fin du chapitre d'avant. C'est pas mal. Donc les notes sont de Jacques Dars, dont j'ai beaucoup apprécié le travail. Il a traduit le texte et il a présenté et annoté. Donc dans le livre, il y a un glossaire à la fin, parce que le traducteur, Jacques Dars, s'est fait plaisir et a utilisé beaucoup de vocabulaire médiéval. Donc ce qui est cool si on aime les mots, la langue. Le premier tome fait plus de 1000 pages écrites, petites, et le second à peine moins, donc il y a de quoi entrer dans l'univers. Les notes permettent de contextualiser car notre mentalité est clairement éloignée de celle d'un Chinois du Moyen-Âge. Les notes sont presque à lire ou à relire séparément tant elles sont un guide d'entrée dans le médiéval et la culture chinoise, du moins pour un occidental assez inculte, ce qui est quand même globalement mon cas. Niveau armes médiévales, vous serez servi, il y en a des dizaines. Vous apprendrez la tradition du thé, du théâtre, les religions et coutumes locales, l'étiquette sociale et les règles de préséance, le symbolisme, des épisodes d'anthropophagie, de cannibalisme, qui étaient assez courantes, évidemment l'astrologie, l'astronomie, la justice, l'administration, l'humour. Il faut comprendre que les taoïstes, les bouddhistes étaient des piliers à l'époque. Donc le Tao, c'était, ça veut dire la voie ou le principe. C'est une des notions fondamentales de la pensée chinoise qui apparaît dès l'époque des Zhou dans les premières philosophies chinoises. La notion de Dao, comme celle de Yin et de Yang, a eu, selon les époques et les tendances, une signification variable. Son sens premier est chemin, voie, et par extension cours des choses, impliquant le principe de mouvement et de changement qui est sous-jacent à tous les processus et phénomènes naturels et qui est la texture même de la réalité. Le Tao deviendra en conséquence pour les taoïstes le principe originel de l'univers dans lequel il faut se replonger pour échapper aux limitations de la raison discursive, des contraintes sociales et morales de l'action. De l'idée d'une voie à suivre, on passe donc au sens d'une voie magique et religieuse, celle qui met en communication le ciel et la terre, les puissances sacrées et les forces humaines. Tao devient à la fois une méthode, un pouvoir, une technique du devin ou du souverain, qui possède une vertu, ou Dao De, susceptible de faire régner l'ordre dans toute la nature. À ce principe d'ordre sont associées différentes notions, comme celle de l'ineffabilité du Tao, du thème de la mère génératrice de tous les êtres, du vide mystique, du perpétuel retour comme loi universelle de la nature, de l'absence d'intervention, ou Wei, non agir, de la primauté du féminin, de la quête de l'immortalité, etc. Donc ça c'est aussi une note de Jacques Dars. Donc on voit que c'est des thèmes qu'on retrouve dans l'ésotérisme hindou, dans l'ésotérisme européen ou musulman, ou aussi dans la Kabbale hébraïque, les thèmes de non-agir, de ciel et terre, etc.
Ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, c'est une bonne porte d'entrée qui doit motiver à en savoir plus. Voilà, donc... hmm. Alors le tatouage, si je retrouve... Non, je retrouve pas. Je sais pas où c'est que j'ai mis ça. Bizarre, bizarre. Ouais, j'avais noté... Bon, en gros, c'était des passionnés de tatouage. Il y avait d'énormes tatouages et ça posait des problèmes. Donc il y a le nombre 108, il y a énormément d'informations sur ces symboles du 108. Je ferai une autre vidéo, je pense, là-dessus. Politiquement, il y a aussi un message lié à l'homéostasie calorique, comme dirait Frédéric Delavier. C'est que plus les injustices et les richesses se concentrent à un pôle, plus il y a un déséquilibre dans la société, plus elle va générer des gens prêts à rétablir l'ordre, un équilibre. Donc ça c'est toujours d'actualité probablement aujourd'hui. Donc les 108 rebelles sont des représentants en chair et en os des démons qui étaient scellés sous un temple. Mais un haut fonctionnaire zélé sceptique ne croit pas au message disant de ne surtout pas déceler la porte fermée fortement. Et il est vraiment dans le non-respect de ses traditions, ce grand maréchal. Et c'est lui qui va faire s'échapper les 108 démons. Donc il était venu dans un temple pour justement demander aux moines de prier parce que le royaume allait déjà très mal. Il y avait beaucoup de maladies, des gens mouraient, ils écrivaient à l'empereur et l'empereur a dit il faut faire quelque chose. Et il y avait déjà, on va voir dans le livre, pas mal de fonctionnaires et de notables cruels maltraitant le peuple ou essayant de le voler par tous les moyens. Donc c'est ce haut fonctionnaire, ça aussi ça peut être une métaphore, un haut fonctionnaire qui ne respecte pas les traditions, qui ne respecte pas ce qu'il faut faire correctement dans une société civilisée. Et c'est lui qui laisse s'échapper les 108 rebelles, enfin les 108 démons qui vont donner les 108 astres. Donc il y a 36 astres célestes et 72 astres terrestres qui vont mettre leur grain de sel et finalement rétablir l'équilibre. Chaque personnage membre de l'armée céleste a un nom qui n'est choisi vraiment pas par hasard. Alors je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Voilà. Les astres personnels influencent les activités et la vie d'un individu. Leur nombre, 36 et 72, est précisément celui des membres de la bande des brigands des Paludes, lorsqu'ils seront réunis au complet. On observe aussi que le total de ces deux nombres, 108, est dans la doctrine bouddhique, et aussi d'ailleurs dans l'hindouisme, le nombre des mauvaises passions qui infectent le cœur de l'homme. Au Japon, dans les temples bouddhiques, on procède encore à la cérémonie dite Joya no Kane. Lors de la nuit de l'an à minuit, on sonne les cloches 108 fois pour accueillir l'année nouvelle et éloigner les mauvaises influences. Les brigands, avec les désordres et les calamités qui accompagnent leurs agissements, apparaissent donc ici comme un châtiment envoyé aux hommes par le ciel. Donc je ne vous dis pas comment leur épopée rebelle, leur rébellion se termine. Tout au long du livre, on voit le poids d'une société traditionnelle où l'argent n'a pas tellement d'importance en lui-même et reste juste un moyen, sauf pour certaines personnes, certains personnages cupides. Par contre, l'honneur est une priorité. Donc pour conclure, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est passionnant. Voilà, bonne journée, merci à vous.